Bienvenue pour cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on s'intéresse à la prospective simplimaliste. Alors, attention, c'est pas juste du minimalisme déco, hein. Non, c'est plus profond. C'est une vraie quête d'alignement, de liberté. On pourrait dire allège ta vie, aligne ton esprit, active ta liberté. Une sorte de réponse, en fait, au modèle consumériste. Oui, une réponse qui cherche à la fois à réduire l'empreinte carbone et à réinvestir son temps, ses ressources dans ce qui compte vraiment. Exactement. Et ce terme simplimalisme, il regroupe pas mal de choses. La simplicité volontaire, la sobriété heureuse, le zéro déchet, même la slow life. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est comment ça change l'image de la sobriété. C'était vu comme une contrainte, un peu triste. Et là, ça devient un choix désirable, presque un luxe, quoi. Le luxe de l'essentiel. J'aime bien cette idée. C'est ça. Bon alors, notre mission aujourd'hui, ça va être d'explorer 5 signaux faibles, des indices concrets qui montrent que ce mode de vie prend de l'ampleur en 2025. D'accord. Et ça touche à tout, l'habitat, la tech, le numérique, le boulot, l'économie même. Prêt à décortiquer ça? Allons-y. Alors, premier signal, l'habitat léger. On pense aux tiny houses, aux yurts. Bon, il y a la loi Allure qui commence à encadrer un peu ça en France. Oui, déclaration préalable, permis de construire selon la taille. Voilà. Mais le truc nouveau, c'est qu'on voit émerger des conseillers spécialisés, des architectes, des juristes même, qui aident pour la paperasse. Ça alourdit pas un peu l'idée de simplicité, ça? On pourrait croire, mais en fait, cette professionnalisation, ça démocratise l'accès. Justement. Ah oui. Oui, ça sort l'habitat léger du cercle, un peu militant, un peu pointu, pour en faire une option réaliste, légale, pour plus de gens. Et puis c'est fascinant, ces habitats. Ils deviennent des petits labos de résilience, autonomie en eau, en énergie, les toilettes sèches. Mine de rien, ils testent des futures normes de sobriété pour l'urbanisme. Intéressant cette idée de laboratoire. Ça fait le lien, logiquement, avec le deuxième signal, la low-tech. Surtout avec le retour du thermique simple pour l'eau chaude, le CESI. L'idée, c'est l'autonomie via une technologie plus douce, non? Sobriété, durabilité, réparation. C'est ça. Ce n'est pas un rejet du progrès, c'est plus une réorientation. Une critique de la high-tech verte qui reste dépendante de métaux rares, de systèmes complexes. D'accord. Et le signal concret, c'est ce regain d'intérêt pour le chauffe-eau solaire individuel. Simple, robuste, parfois même en adaptant un ballon existant, une alternative au photovoltaïque qui est plus dominant. Et on voit des tutos pour le faire soi-même. Oui, ça se développe, et même les aides comme MaPrimeRénov' peuvent parfois jouer. Ce qui est clé ici, c'est peut-être moins la tech elle-même que la priorité donnée à ce que j'appellerais la scalabilité du modèle de vie. C'est-à-dire? La capacité à être autonome, résilient à l'échelle individuelle ou locale, plutôt que de viser uniquement la scalabilité industrielle classique. Je vois. On change d'échelle. Autre domaine mêlier, le numérique. Troisième signal, la sobriété numérique. Sujet majeur. On sait maintenant que le gros de l'impact, genre 80%, ça vient de la fabrication des appareils. Donc la solution qui saute aux yeux, c'est de les faire durer plus longtemps. Exactement. Réemploi, réparation et surtout le reconditionner. Et là, le signal est fort, non? Ah oui, très fort. Le marché du reconditionné explose, surtout l'électronique. On estime qu'en 2025, plus d'un Français sur 5 a un smartphone d'occasion. 1 sur 5, comme. Oui, et ce n'est plus du tout un marché de substitution, un truc de seconde zone. C'est perçu comme un standard de qualité, d'accessibilité, surtout chez les jeunes. Ça bouscule complètement l'idée d'obsolescence programmée. Et ça pousse vers l'éco-conception, la green IT, en valorisant la durabilité, la réparabilité. C'est vrai que cette idée du reconditionné comme standard de qualité, ça change la donne par rapport à il y a quelques années. Bon, passons au travail. Quatrième signal, le slow work. L'équilibre vie pro, vie perso. Voilà. Et la star, c'est la semaine de 4 jours, la S4J. Souvent avec le modèle 100% salaire, 80% temps, 100% productivité. Le fameux 100-80-100. C'est ça. Les tests, comme au Royaume-Uni, sont assez bluffants. Moins de stress, moins de burn-out, genre moins 71%. Productivité stable ou en hausse, chiffre d'affaires qui monte, moins de turnover. Oui, et ce qui est marquant, c'est que ça dépasse le stade de l'expérimentation isolée. Ça s'institutionnalise. Ah bon? Au Royaume-Uni, 92% des boîtes qui ont testé l'ont gardé. C'est devenu un argument RH super puissant. Pour attirer, pour retenir les talents. La génération Z, notamment, y est très sensible. Bien sûr. Et puis, ce temps libéré, il n'est pas anodin.
Il est même crucial pour rendre possible les autres piliers du simplimalisme. Tu vois, l'autoconstruction, s'occuper de sa low-tech. Logique, tout se tient. Et enfin, cinquième et dernier signal, l'économie du sens. Oui, l'idée d'ancrer la mission sociale ou environnementale au cœur même de l'entreprise, via des statuts comme entreprise à mission ou le label B Corps. C'est plus juste de la RSE de façade, là. Absolument. Ça devient un vrai levier stratégique. Et ce n'est plus du tout marginal. On voit des ETI, des grands groupes même, comme la Maïf, qui adoptent ces statuts. Ah oui, le nombre de B Corps en France, il a bondi de 60% l'an dernier. La mission devient un critère pour les investisseurs à impact. Et c'est aussi un facteur de résilience RH. Ça fidélise, ça attire ceux qui cherchent du sens. Alors, si on met tout ça bout à bout, qu'est-ce que ça nous dit? Ces 5 signaux, ils sont pas isolés. Non, ils convergent. On dirait qu'ils forment un système cohérent où plus de sobriété, plus d'autonomie dans différents domaines, ça libère du temps, de l'énergie, des ressources mentales pour cet alignement personnel et pro dont on parlait au début. C'est exactement ça. On n'est plus dans une tendance de niche, un truc pour quelques convaincus. C'est une transition qui s'installe, qui commence à changer les normes de conso, nos attentes vis-à-vis du travail, et même la structure, la finalité des entreprises. Le simplimalisme qui façonne notre quotidien, presque sans qu'on s'en rende compte parfois. Voilà. Discrètement, mais sûrement. Bon, une dernière pensée pour la route. Si tous ces changements, individuels, organisationnels, continuent de s'amplifier, de converger comme ça, quelle pourrait être la prochaine norme établie que le simplimalisme va venir bousculer? Peut-être à l'échelle de nos infrastructures collectives, ou même de nos contrats sociaux. Excellente question. Une question à méditer. Merci pour cette plongée éclairante. Merci à toi.